Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Un entretien du jour consacré aujourd'hui au Niger, à sa situation socio-économique et à son nouveau plan de financement pour le budget 2022-2026. Alors, pour en parler, nous recevons le ministre du Plan, Rabiou Abdou. Rabiou Abdou, merci d'être avec nous. Vous êtes à Paris pour une semaine, à l'issue de 2 jours où vous avez rencontré de nombreux bailleurs de fonds, des institutions, des politiques, des entreprises, pour récolter ce qui était prévu, 20 milliards d'euros. Au bout de 2 jours, vous avez récolté presque 2 fois plus que prévu. Vous avez récolté 31,4 milliards d'euros. Vous vous attendiez à une telle réussite, un tel succès ? Merci bien, madame. Et effectivement, globalement, nous avons présenté un plan de développement économique et social 2022-2026 qui devrait nécessiter une somme de 29,6 milliards plus tôt. Au sortir des 2 sessions, la table ronde des institutionnels et le forum des investisseurs, nous nous sommes retrouvés avec 45 milliards. Dedans, comme vous l'avez dit, strictement au niveau des partenaires techniques et financiers, on attendait 16,3 milliards. À la place, on a eu 31,2 milliards, soit une couverture de plus de 200%. Globalement, quand on met le tout ensemble, 29,6 milliards, 45 milliards, ça fait un taux de couverture de 150%. Nous sommes donc très satisfaits, réconfortés de cette adhésion et de cette confiance que les partenaires techniques et financiers et les investisseurs ont manifesté envers l'économie nigérienne et au peuple nigérien. Alors aujourd'hui, votre président Mohamed Bazoum a été reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée ce matin. Quel était l'enjeu de cette rencontre ? Comme vous le savez, quand vous venez dans un pays, vous rendez visite à quelqu'un, c'est votre hôte, il vous reçoit, vous saluez, disons, vous échangez des amabilités, mais également, comme vous le savez, il y a une coopération forte entre notre pays, la République du Niger, et la République française. Forte, oui et non, forte dans tous les sens, forte dans tous les sens. Le partenariat économique, le partenariat politique, le partenariat stratégique. Alors, partenariat économique, la France a promis de donner justement pour l'exécution de ce plan 750 millions d'euros. Oui, vous y étiez. C'est ça l'annonce en fait de la France via l'Agence française de développement, l'AFD. C'est satisfaisant pour le Niger ? C'est satisfaisant, puisque globalement, comme je vous ai dit, nous sortons avec une couverture de nos besoins de près de 200% auprès des partenaires. C'est largement satisfaisant. Alors, ces 45 milliards d'euros, comment vont-ils être ventilés dans le budget ? Alors, disons pas dans le budget, mais dans le plan. Parce qu'en fait, les 45, c'est pour un plan qui est étalé sur 5 ans. Un plan avec 3 piliers. Exactement, un plan avec 3 piliers. Le premier pilier, c'est le développement du capital humain, inclusion et solidarité, auquel nous allouons en fait 44% de ce budget. Le deuxième plan, c'est consolidation de la gouvernance, paix et sécurité, avec 26%. Et maintenant, la transformation structurelle de l'économie, avec 30% du budget. Alors, si on prend le premier pilier, donc tout ce qui est social, vous allez donc allouer presque la moitié, 45% en tout cas, du budget. Quelles vont être les priorités ? Donc, on en connaît une, baisser la pauvreté, passer de 45% à 45% contre 33%. Oui. L'éducation des filles, quelles vont être les mesures concrètes qui vont faire qu'on va voir un vrai changement ? Alors, globalement, cet axe qui paraît stratégique, avec près de la moitié du budget, donc c'est le développement du capital humain. Ça englobe, comme vous l'avez dit, premièrement donc l'éducation, mais également la santé, mais également l'emploi, mais aussi tout ce qui est inclusion. Donc, la solidarité sociale, donc tout ce qui est filets sociaux, la protection sociale, l'éducation, ça c'est dans le paquet développement du capital humain, et c'est à cela que nous affectons 44%. Dedans, évidemment, la composante essentielle, prépondérante, c'est l'éducation, avec un accent assez particulier sur l'éducation de la jeune fille. Et si vous avez bien suivi le discours d'investiture du président de la République, Mohamed Bazoum, si vous avez consulté son programme politique, programme de renaissance, acte 3, l'éducation est et demeure la priorité numéro
une. Alors Mohamed Bazoum, il est lui-même ancien enseignant, hein, puisqu'il a commencé sa carrière en étant professeur. Vous pensez que c'est lié à cette priorité? Non, c'est trop dire de lier en réalité le développement du capital humain au fait que son Excellence Mohamed Bazoum était un enseignant. Et le développement du capital humain, c'est réellement le pilier de sa stratégie qu'il a élaborée pour faire avancer, améliorer le bien-être du Niger. Ça peut être une inspiration, le fait qu'il soit... Grand plan, c'est de faire des internats. Oui, des internats de jeunes filles au niveau de presque tous les collèges ruraux, de façon à ce que les filles soient accueillies dans des internats, qu'elles soient dans des conditions pour étudier, mais du fait qu'elles soient également à l'école, vous voyez, elles ne sont plus accessibles ou disponibles pour ou des mariages précoces ou toute autre chose. Donc, ou des grossesses précoces, tout court. Disons, oui, mariage précoce. Mariage précoce. Et donc, par ce canal-là, les filles, on va repousser l'âge au mariage, mais également on va se retrouver avec des filles, des dames bien instruites, à elles seules, elles peuvent réguler leur propre fécondité. Donc voilà un peu l'idée et ce qu'il y a derrière le développement du capital humain. Alors on a parlé de l'éducation des petites filles, mais l'éducation des garçons aussi, c'est important, puisque c'est comme ça qu'ils se radicalisent souvent en se déscolarisant, et c'est aussi comme ça qu'ils arrivent parfois dans des groupes rebelles, chez les petits garçons aussi. Je préfère les jeunes filles à l'éducation des petites filles. L'éducation de la jeune fille. En fait, si on met l'accent sur l'éducation de la jeune fille, c'est parce qu'au préalable, il y avait des disparités avec l'éducation des jeunes garçons. Donc, l'éducation globalement au niveau des garçons, elle est un peu plus favorisée. Les garçons ont une position un peu plus favorable par rapport aux jeunes filles. Donc, c'est pour ça qu'on met l'accent, on porte une attention particulière sur la scolarisation des jeunes filles, c'est pour réduire les disparités de genre au niveau de l'éducation, mais également au niveau de tous les autres pans de notre politique, de nos politiques publiques. Nous essayons de réduire les inégalités de genre. Voilà. Alors le deuxième pilier de ce plan? Consolidation de la gouvernance, paix et sécurité. Donc c'est surtout pour la sécurité, pour que les entreprises viennent justement dans un pays qui va être de plus en plus sécuritaire. Parce que comme on le sait, le Niger est à côté du Burkina Faso, du Mali. Vous êtes victime évidemment du djihadisme avec des attaques assez fréquentes. Ça peut d'ailleurs dissuader les entreprises de venir travailler chez vous? Des attaques fréquentes, en ce qui concerne le Niger, c'est un peu trop dire. Il y a des attaques sporadiques. Le mois dernier, il y a encore eu 11 civils tués. Oui, comme on le sait, vous savez, la politique des dirigeants du Niger, c'était cette politique que nous avons conduite depuis, disons, le premier PDS, en 2017-2021. Aujourd'hui, c'est cette politique qui est amplifiée, renforcée par le président Mohamed Bazoum en ce qui concerne l'aspect sécurité. La conséquence de cela, c'est que nous mettons beaucoup plus de ressources pour la défense et la sécurité, et le résultat, il est là. Nous sommes l'un des rares pays du Sahel qui n'a pas, comme j'ai dit, un seul espace occupé par les groupes armés terroristes. Ils peuvent faire des incursions de temps à autre, ensuite se replier ailleurs, mais ils n'occupent pas notre territoire, ils n'occupent pas. La sécurité, pour les entreprises en fait, et pour les investisseurs, ils trouvent plutôt un contexte favorable. Mais les problèmes de sécurité, c'est plutôt un problème existentiel. Nous assurons notre sécurité, nous maintenons le climat de paix et de quiétude qui caractérise le Niger aujourd'hui, et ça constitue un environnement favorable aux investisseurs et aux entreprises pour s'épanouir, mener leur activité tranquillement, et bien gagner comme il se doit, gagner comme il se doit. Ouais, je préfère ça. Et dans la quiétude la plus absolue, totale. Vous avez rencontré 30 grands patrons, alors vous êtes allé au MEDEF mardi aussi. Est-ce que ce sont des questions qui sont fréquemment posées par les grands patrons, le côté sécuritaire? Et non, vous savez, certains qui sont un tout petit peu éloignés de la réalité du Niger, ils mettent tout le Sahel dans le même paquet. Et donc, ils pensent qu'il y a effectivement ces menaces. Mais lorsque on s'entretient avec ces gens, on leur dit comment les choses se passent,
Il suffit qu'eux-mêmes fassent des recherches pour se rendre compte qu'en réalité, on ne répète que l'évidence. Lorsque un pays est dans une situation d'insécurité où il a une partie de son territoire qui est occupée, de là où vous êtes, il suffit de chercher à vérifier, vous allez vous en rendre compte. Donc, au Niger, nous confirmons tout simplement aux gens, et ceux qui l'ignorent, nous les informons, ou nous leur demandons de vérifier, la sécurité, elle est garantie, elle est absolue en ce qui concerne le territoire nigérien. Au niveau du MEDEF, écoutez, entre la France et le Niger, en général, l'information, elle est un peu fluide. Les gens savent au niveau du MEDEF qu'il y a une insécurité résiduelle au Niger. Il y a également des incursions de temps à autre sporadiques par des groupes terroristes vivant en dehors de notre pays. Mais ce ne sont pas en réalité des incursions de nature à perturber la quiétude d'un investisseur ou alors à perturber un environnement économique tel que le nôtre aujourd'hui, qui est caractérisé par une sérénité absolue favorable aux activités économiques et aux activités commerciales. Vous travaillez d'ailleurs avec le Mali et le Burkina Faso sur ces questions sécuritaires? Oui, nous avons une coopération militaire sous-régionale, même si ces derniers temps, il y a eu disons des petites... des dissensions? Un tout petit peu, mais en réalité, nous avons une coopération au niveau de l'espace du Sahel. Vous savez, nous avons une organisation sous-régionale qu'on appelle le G5 Sahel. Dans cette organisation, nous mutualisons nos forces, nous mutualisons également nos renseignements et ça permet d'optimiser la défense, la sécurité au niveau de tous les pays qui composent le G5 Sahel. Dernière grande question et dernière grande annonce, vous avez annoncé une production pétrolière multipliée par 5 dès 2023. Comment cela va être rendu possible? Ce n'est pas rendu possible, c'est déjà fait en réalité. Et ce que nous annonçons, c'est plutôt le démarrage de l'exportation de cette production du pétrole. Autrement, le problème de la production ne se pose plus. Les champs pétroliers sont là, les puits sont forés, le pétrole est là. Mais grâce à l'oléoduc, en fait, c'est rendu possible. Non, l'oléoduc, c'est juste une voie pour acheminer. Mais l'oléoduc, ce n'est pas lui la production. C'est-à-dire que la production, elle est garantie. L'oléoduc, c'est juste le chemin, la voie, le canal qu'on va emprunter pour l'amener au niveau de port, juste pour exporter. Et donc, l'oléoduc est en train d'être construit. Il est aux 2/3 en réalité, pratiquement achevé, aux 2/3. Et donc, ça ne cause plus de problème en termes en réalité de ce moyen pour évacuer cette production. La production, elle est garantie. On pense que d'ici fin 2023, l'oléoduc sera complètement prêt. Et donc, en ce moment-là, effectivement, par rapport à notre production actuelle de pétrole, nous allons la multiplier par 5 et nous allons exporter du pétrole brut. Pour l'instant, uniquement la Chine exploite. Vous attendez les Français? Nous attendons tout le monde. Nous attendons tout le monde et c'est pour ça que si vous avez suivi au cours de ce forum, nous avons dit que nous avons à peu près 45 blocs pétroliers. Nous en avons 10 qui sont sous licence. Et donc, nous avons 45 blocs à fort potentiel qui sont là à la disposition des investisseurs. En plus du gaz et des ressources minières, oui, d'uranium notamment. Oui, ça c'est uniquement en ce qui concerne le pétrole. Nous n'avons pas qu'en réalité les Chinois, ça c'est une petite confusion que les gens font. C'est-à-dire qu'actuellement, la société qui exploite le pétrole palpable, je veux dire par la recherche, ou ceux qui ont déjà trouvé du pétrole et qui s'apprêtent à passer à la phase exploitation, il n'y a pas que des Chinois. Non, il y a plusieurs sociétés. Vous avez des sociétés algériennes, vous avez des sociétés américaines. Ce n'est pas uniquement des Chinois. Et nous ne trions pas en réalité, nous, les investisseurs par nationalité. Et c'est pour ça justement que nous avons rencontré le MEDEF pour dire aux entreprises françaises qu'il y a d'importantes opportunités au Niger. De toutes les contrées du monde, les investisseurs sont en train de venir, investir, profiter de ce potentiel et de la rentabilité des investissements au Niger. Venez pendant qu'il est temps. Voilà. Monsieur le ministre, merci et bravo moi qui vous remercie. Pour ce séjour successful. L'entretien du jour, c'est terminé pour aujourd'hui. Et merci à tous et bonne soirée.